J'étais aux funérailles de mon mari, Étienne, quand j'ai réalisé que j'étais devenue invisible. L'église gothique du quartier latin résonnait de chuchotements discrets, mais aucun ne m'était destiné. Entre les colonnes de pierre froide et les vitraux qui filtraient la lumière timide de l'après-midi parisien, j'observais comment les amis d'affaires se saluaient chaleureusement tout en détournant le regard quand ils me voyaient. L'odeur d'encens se mêlait au parfum coûteux des invités, créant une atmosphère dense qui semblait m'étouffer. Des membres de la famille qui auparavant se disputaient notre attention me traitaient maintenant comme une ombre gênante. La musique funèbre résonnait sur les murs anciens, amplifiant ma solitude. C'était comme si, avec Étienne, mon existence sociale avait été enterrée prématurément. À ce moment-là, entre les fleurs blanches et les regards évasifs, j'ai pris une décision qui changerait tout pour toujours. Lorsque le cercueil a commencé à être transporté hors de l'église, j'ai élevé la voix au-dessus du silence gênant qui m'entourait depuis des heures. Avant de dire adieu à Étienne, ai-je annoncé, observant comment toutes les têtes se tournaient instantanément vers moi. Je voudrais que tout le monde sache l'héritage qu'il a laissé. Le murmure s'est répandu dans l'assemblée comme un courant électrique, transformant l'atmosphère solennelle en quelque chose de chargé d'attente. Des visages qui m'ignoraient quelques instants auparavant me fixaient maintenant, avec un intérêt renouvelé. Lors de la réception qui a suivi, tenue dans un café raffiné près du boulevard Saint-Germain, l'hostilité subtile a cédé la place à des sourires forcés et des conversations artificiellement chaleureuses. Des verres de Bordeaux circulaient parmi les fromages tendres et les pains artisanaux, mais je sentais la tension palpable dans chaque geste calculé des présents. C'est alors que j'ai décidé de révéler la vérité complète sur le testament d'Étienne, sachant que ces mots ébranleraient les fondements de cette société hypocrite. Le principal héritier de la fortune n'est aucun de nos parents. Ai-je déclaré, observant comment les sourires se figeaient sur les visages autour de moi. Étienne a laissé la majeure partie de ses biens à Yacine Benani, un jeune étudiant algérien de Marseille, qu'il soutenait secrètement depuis des années. Le silence qui a suivi a été assourdissant, brisé seulement par le son d'un verre se brisant sur le sol de marbre. L'indignation a explosé en voix exaltée, cousins éloignés, beaux enfants avides et associés intéressés se sont unis en un chœur de révolte. L'élégant salon s'est transformé en une arène d'accusations et de gestes désespérés. Yacine, présent sur les lieux, est resté digne face à la tempête qui se formait autour de lui, ses yeux reflétant la même intégrité qu'Étienne avait toujours admirée. Face à l'agitation croissante, j'ai ressenti le besoin d'expliquer les véritables motivations de mon mari, même en sachant que beaucoup ne pourraient pas comprendre sa générosité. Étienne a trouvé en Yacine le fils qu'il n'a jamais eu. Ai-je expliqué, ma voix traversant les protestations indignées. Quelqu'un qui valorisait l'effort, l'éducation et l'honnêteté, des vertus qui ont souvent manqué parmi ceux qui se disaient proches de nous. Progressivement, le salon a commencé à se taire, certains partant en fureur, d'autres restant paralysés par la découverte que le testament était irrévocable. Aux côtés de Yacine, j'ai finalement compris le véritable héritage qu'Étienne voulait laisser. Non seulement de l'argent, mais des valeurs humaines qui transcendent le sang et le statut social. Alors que la pluie commençait à tomber sur les pavés mouillés de Paris, j'ai respiré profondément, sentant que la vie, malgré la douleur de la perte, offrait une opportunité de nouveau départ et de but renouvelé. Et si la vérité sur une fortune révélait qui compte vraiment dans votre vie? Cette question résonnait dans mon esprit alors que je marchais dans les rues humides de Paris, aux côtés de Yacine, sachant qu'Étienne m'avait laissé plus que des biens matériels. Il m'avait montré la valeur de l'authenticité dans une société d'apparence. Ceux qui m'avaient ignoré aux funérailles continueraient à leur vie vide, mais j'avais trouvé un nouveau sens à la mienne. La fortune d'Étienne n'était pas seulement financière, elle était morale, et il m'appartenait maintenant, à Yacine et à moi,
d'honorer cet héritage. Cet après-midi pluvieux, j'ai compris que parfois il faut tout perdre pour découvrir ce qui vaut vraiment la peine d'être préservé. L'avenir s'ouvrait devant nous comme une page blanche, prête à être écrite avec les valeurs que mon mari chérissait tant. Et j'étais enfin prête pour ce nouveau voyage, libérée des entraves d'une société qui confond valeurs et prix. La décision d'Étienne a non seulement transformé la distribution de sa richesse, mais elle a révélé la vraie nature des personnes qui nous entouraient. Tandis que certains membres de la famille contestaient le testament devant les tribunaux, d'autres ont simplement disparu de nos vies, montrant que leur intérêt était purement financier. Yacine, quant à lui, a fait preuve d'une maturité impressionnante en gérant la situation, utilisant une partie de l'héritage pour poursuivre ses études en ingénierie et créant une fondation pour soutenir de jeunes immigrés dans une situation similaire à la sienne. Ensemble, nous avons transformé le bureau d'Étienne en un espace dédié aux projets sociaux, honorant sa mémoire de manière concrète. Paris continuait de tourner autour de nous avec sa beauté indifférente, mais notre petite révolution silencieuse résonnait dans les couloirs de la banque, où mon mari avait travaillé pendant des décennies. Et en cette fin d'hiver qui a cédé la place à un printemps prometteur, j'ai découvert que le véritable héritage ne se trouvait pas dans les coffres, mais dans les cœurs que nous choisissons de toucher. Dans les mois qui ont suivi les funérailles, ma vie a pris une direction complètement inattendue, mais qui, peu à peu, a révélé son véritable sens. Yacine a déménagé à Paris pour être plus proche des projets que nous développions ensemble, louant un petit appartement dans le 11e arrondissement. Chaque matin, il arrivait à l'ancien bureau d'Étienne avec une pile de CV de jeunes cherchant des opportunités d'études et de travail. Son dévouement me rappelait constamment pourquoi mon mari avait choisi d'investir en lui. L'après-midi, nous parcourions les quartiers les plus défavorisés de Paris, visitant des centres communautaires et des écoles techniques où notre fondation pouvait faire la différence. Le contraste entre cette nouvelle routine et ma vie antérieure de déjeuner mondain vide était frappant. Mais pour la première fois depuis des années, je sentais que mes journées avaient un sens réel. La pluie persistante du début du printemps parisien semblait laver non seulement les rues, mais aussi mon ancienne vie de superficialité. Les premières contestations judiciaires sont arrivées 3 semaines après les funérailles, exactement comme je l'avais prévu. Pierre, le demi-frère d'Étienne, menait un groupe de parents éloignés dans une tentative désespérée d'annuler le testament. Ses avocats alléguaient la contrainte et la manipulation, mais le document était impeccablement rédigé et toutes les évaluations psychologiques d'Étienne prouvaient sa pleine capacité mentale. Lors des audiences au palais de justice, j'observais comment ces personnes révélaient leur vraie nature. Elles ne montraient pas de deuil pour la perte, seulement de la colère face à la frustration de leurs attentes financières. Yacine m'accompagnait à chaque session, gardant toujours une posture digne face aux accusations les plus absurdes. Le juge, un homme expérimenté aux cheveux gris, semblait de plus en plus impatient face aux arguments vides de la contestation. Quand le verdict final a confirmé la pleine validité du testament, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement pour la victoire de la justice, tristesse pour la confirmation du caractère de ceux que j'avais un jour appelés ma famille. C'est par un après-midi pluvieux d'avril que Yacine m'a raconté des détails de sa relation avec Étienne que j'ignorais complètement. Assis dans un café près de la Sorbonne, où il étudiait l'ingénierie, il a révélé comment mon mari l'avait trouvé travaillant comme livreur à Marseille, luttant pour payer ses études. Il ne m'a pas seulement offert une aide financière, a expliqué Yacine, remuant distraitement son café au lait. Mais il est devenu le père que j'avais perdu enfant, en Algérie. Les larmes qui coulèrent sur mon visage n'étaient pas seulement d'émotion, mais d'une profonde fierté d'avoir été marié à un homme d'une telle générosité. Étienne n'avait jamais mentionné ses rencontres mensuelles à Marseille, ses longues conversations sur l'avenir et les rêves qu'il entretenait avec le jeune homme. J'ai découvert que mon mari avait non seulement financé les études de Yacine,
mais avait également aidé sa mère avec des traitements médicaux et soutenu d'autres jeunes immigrés de la communauté. À ce moment-là, j'ai compris que l'héritage était bien plus que de l'argent. C'était la continuation d'un legs de compassion que je connaissais à peine. La transformation du bureau d'Étienne en siège de notre fondation a apporté une énergie complètement nouvelle à l'environnement qui auparavant ne respirait que les affaires bancaires. Les murs en acajou sombre ont été ornés d'étagères remplies de livres techniques et de manuels de formation professionnelle. Le canapé en cuir, où Étienne recevait des clients fortunés, accueillait désormais de jeunes étudiants avides d'opportunités. Yacine a installé des ordinateurs modernes et créé un système numérique pour gérer les bourses d'études et les programmes de mentorat que nous développions. 3 fois par semaine, des professionnels bénévoles animaient des ateliers dans divers domaines, de la programmation à la cuisine, en passant par l'administration et les langues étrangères. Leçons de discussion animées sur des projets a remplacé les conversations chuchotées sur les investissements. À travers les fenêtres donnant sur les Champs-Élysées, j'observais un Paris différent, non plus la ville des apparences que je connaissais, mais un lieu où les rêves pouvaient être construits avec travail et détermination. L'énergie contagieuse de ces jeunes me rajeunissait d'une manière que les salons élégants n'avaient jamais réussi. Le premier groupe de boursiers formé par notre fondation comprenait 15 jeunes de différentes nationalités, tous avec des histoires de dépassement qui m'émouvaient profondément. Il y avait Amina, une réfugiée syrienne devenue technicienne en soins infirmiers. Marcus, un Brésilien qui a développé une application pour les petits commerçants. Et Sofia, une Roumaine qui a ouvert son propre atelier de couture. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, organisée dans le même salon où avait eu lieu la réception des funérailles d'Étienne, j'ai ressenti une émotion très différente de celle que j'avais éprouvée des mois auparavant. Les murs qui avaient été témoins de tant d'hypocrisie vibraient maintenant d'une espérance authentique et de réalisation réelle. Yacine a prononcé un discours sur l'importance de rendre les opportunités reçues. Et sa maturité a impressionné même les critiques les plus sceptiques de notre initiative. Quand les jeunes ont reçu leur certificat, j'ai pensé à quel point Étienne aurait été fier de voir son argent transformé en avenir pour tant de personnes. Cette nuit-là, marchant dans les rues éclairées de Paris, j'ai su que j'avais trouvé mon véritable but. Non seulement préserver un héritage, mais le multiplier en vie transformée. 1 an après les funérailles d'Étienne, je suis retournée à la même église gothique du quartier latin pour une messe en sa mémoire, mais cette fois accompagnée d'une famille très différente. Yacine était à mes côtés, ainsi que des dizaines de jeunes que notre fondation avait soutenus et qui construisaient maintenant leur propre trajectoire de succès. Les bancs qui avaient autrefois abrité des parents avides accueillaient désormais des personnes dont la vie avait été véritablement touchée par l'héritage de mon mari. Pendant la cérémonie, chacun a partagé comment la générosité d'Étienne avait changé son destin, créant une mosaïque émouvante de gratitude et d'espoir. Les mots résonnaient entre les mêmes colonnes de pierre, mais ils portaient un sens complètement différent. Ce n'étaient pas des lamentations vides, mais la célébration d'une vie qui continuait d'impacter d'autres vies. En sortant de l'église cet après-midi ensoleillé de printemps, j'ai respiré l'air frais de Paris et j'ai souri, sachant qu'Étienne ne m'avait pas seulement laissé un héritage financier, mais m'avait donné la chance de découvrir qui je pouvais réellement être. La vraie fortune ne se trouvait pas dans les coffres de la banque, mais dans les sourires de ces jeunes qui avaient maintenant un avenir. 2 ans après la mort d'Étienne, notre fondation était devenue une référence à Paris pour les programmes d'intégration sociale. Yacine, maintenant diplômé en ingénierie, avait officiellement pris la coordination exécutive, démontrant une capacité administrative qui surprenait même les conseillers les plus expérimentés. Nous avons déménagé notre siège dans un bâtiment plus grand du Marais, où fonctionnaient simultanément des salles de classe, des laboratoires d'informatique et des espaces de coworking pour les jeunes entrepreneurs. Les matins commençaient toujours par le brouhaha de différentes langues, se mêlant dans les couloirs, arabe,
portugais, roumain, mandarin, créant une symphonie multiculturelle qui m'enchantait quotidiennement. Les après-midi, je me consacrais aux visites à domicile, rencontrant les familles de nos bénéficiaires et comprenant mieux leurs besoins réels. Le travail était épuisant, mais chaque petite victoire, un jeune obtenant son premier emploi, une famille sortant du seuil de pauvreté, me donnait l'énergie de continuer. Paris était devenu une ville complètement différente pour moi, où chaque quartier gardait des histoires de dépassement que j'aidais à écrire. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Alors que je m'épanouissais de plus en plus dans notre travail social, les proches qui avaient contesté le testament faisaient face à leur propre crise personnelle et financière. Pierre, le demi-frère d'Étienne, avait perdu une somme considérable dans des investissements risqués et rencontrait maintenant des problèmes avec le fisc français. Son ex-épouse, Céleste, qui m'avait un jour traité avec dédain aux funérailles, s'est approchée discrètement pour demander de l'aide afin de trouver un emploi pour son fils. La cousine Marguerite, qui avait organisé un boycott social contre moi, a vu sa boutique de luxe faire faillite pendant la crise économique. Observer ces revirements m'a apporté plus de mélancolie que de satisfaction. J'ai découvert que la vengeance ne réchauffe pas le cœur comme on l'imagine. Lorsque Céleste m'a contacté au bureau, en pleurs et humiliée, j'ai offert mon aide sans hésitation, inscrivant son fils à notre programme de formation professionnelle. Yacine m'a questionné sur cette générosité envers ceux qui nous avaient attaqués, mais j'ai expliqué que garder rancune serait trahir les valeurs qu'Étienne nous avait enseignées. À ce moment-là, j'ai compris que la véritable victoire ne résidait pas dans l'échec des autres, mais dans la fidélité à nos principes, même face à l'adversité. C'est lors d'une conférence sur l'immigration à la Sorbonne que j'ai rencontré le docteur Hassan Benzema, un sociologue marocain spécialisé dans les politiques d'intégration sociale qui allait complètement changer la dimension de notre travail. Sa présentation sur les défis rencontrés par les jeunes immigrés en Europe m'a profondément touchée, surtout lorsqu'il a cité des données alarmantes sur l'échec scolaire et le chômage au sein de cette population. Après sa conférence, je me suis approchée pour discuter de notre fondation, et sa réaction a été un intérêt et une admiration sincère pour ce que nous avions construit. Hassan a proposé un partenariat pour étendre notre modèle à d'autres villes européennes, en commençant par Marseille et Lyon. Lors de nos réunions suivantes, nous avons développé un plan ambitieux, créer un réseau de fondations connectées, partageant des méthodologies et des ressources. Yacine était enthousiasmé par la possibilité de retourner occasionnellement à Marseille pour mettre en œuvre le projet pilote. J'ai senti qu'Étienne serait fier de voir comment un simple héritage se multipliait en un impact social continental. L'idée que notre petite révolution silencieuse puisse inspirer des changements à l'échelle européenne me remplissait d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La première réunion du réseau européen s'est tenue à notre siège dans le Marais, réunissant des représentants de 12 organisations de 6 pays différents. La salle de conférence qu'Étienne utilisait pour les discussions bancaires fourmillait maintenant de débats passionnés sur les méthodologies d'enseignement, les stratégies de collecte de fonds et les indicateurs d'impact social. En observant ces hommes et femmes dévoués, éducateurs, psychologues, entrepreneurs sociaux, j'ai ressenti une profonde émotion en réalisant comment le legs de mon mari avait créé une véritable chaîne de bienfaisance. Yacine a présenté nos résultats avec la confiance d'un cadre expérimenté, détaillant comment nous avions atteint un taux de réussite de 87% dans l'insertion professionnelle de nos boursiers. Hassan a complété avec des données comparatives d'autres expériences européennes, montrant des points de convergence et des opportunités d'amélioration. Pendant le déjeuner, servi dans le même salon où j'avais affronté l'hypocrisie familiale des années auparavant, j'ai écouté des histoires inspirantes de jeunes qui dirigeaient maintenant leurs propres initiatives sociales à Madrid, Rome et Amsterdam. À ce moment-là, j'ai compris qu'Étienne n'avait pas seulement laissé un héritage, mais avait planté une graine
qui fleurissait maintenant dans toute l'Europe. Le 3e anniversaire de la mort d'Étienne a coïncidé avec le lancement officiel du réseau européen Étienne Dubois, un hommage qui m'a ému aux larmes. La cérémonie s'est déroulée au Grand Palais, en présence d'autorités gouvernementales, de représentants d'organisations internationales et, plus important pour moi, de plus de 300 jeunes bénéficiaires des programmes du réseau. Yacine s'était marié l'année précédente avec Léa, une avocate spécialisée en droits humains qu'il avait rencontrée par l'intermédiaire de la fondation, et ils attendaient leur premier enfant. Le voir discourir sur cette scène imposante, parlant avec éloquence d'intégration sociale et d'égalité des chances, me rappelait les paroles prophétiques d'Étienne sur le fait d'avoir trouvé un fils de cœur. L'assistance a été émue lorsqu'il a dédié le prix reçu à l'homme qui a cru en moi quand je doutais moi-même de mon potentiel. Pendant la réception, j'ai parcouru les salons élégants, observant des conversations mêlant français, arabe, espagnol et anglais. Un véritable reflet de l'Europe multiculturelle que nous aidions à construire. Cette nuit-là, en rentrant à mon appartement sur les quais de la Seine, j'ai regardé les lumières de Paris se refléter dans l'eau et j'ai murmuré un « merci » au vent, sachant qu'Étienne m'avait donné bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Une vie avec un but réel. La lettre que j'ai reçue d'une jeune Sénégalaise nommée Fatou a parfaitement résumé l'impact transformateur que notre travail avait atteint au cours de ces années intenses et gratifiantes. Elle écrivait de Dakar, où elle était retournée après avoir terminé ses études en ingénierie environnementale grâce à notre bourse, et dirigeait maintenant un projet d'assainissement de base dans sa communauté natale. « Madame Marie-Claire », disait la lettre, « Monsieur Étienne n'a pas seulement changé ma vie, mais il m'a donné les outils pour changer la vie de milliers de personnes, ici en Afrique. » Des larmes coulaient sur mon visage, tandis que je continuais à lire comment elle avait formé des dizaines de jeunes locaux et obtenu un financement international pour étendre le projet. Fatou terminait en m'invitant à visiter Dakar et à constater personnellement l'impact de la générosité de mon mari sur le sol africain. À ce moment-là, assise à mon bureau qui appartenait autrefois à Étienne, j'ai compris que la véritable richesse ne se mesurait pas en chiffres bancaires, mais en la capacité de multiplier l'espoir et les opportunités. L'héritage qui semblait avoir causé tant de conflits aux funérailles s'était transformé en la plus grande bénédiction de ma vie, prouvant que l'amour véritable se perpétue à travers les vies que nous réussissons à toucher et à transformer. 5 ans après ces funérailles qui ont changé ma vie pour toujours, j'ai décidé d'accepter l'invitation de Fatou et d'entreprendre mon premier voyage en Afrique. Le vol de Paris à Dakar a apporté un mélange d'anxiété et d'attente que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Yacine et Léa, maintenant parents du petit Étienne, oui, ils avaient choisi d'honorer la mémoire de mon mari, ont insisté pour m'accompagner dans ce voyage qui promettait d'être transformateur. Pendant les 9 heures de vol, j'ai relu les rapports que Fatou avait envoyés sur le projet à Dakar. Des puits artésiens fonctionnels, des systèmes de traitement des eaux usées mis en place et, plus impressionnante encore, une école technique formant de jeunes ingénieurs locaux. En atterrissant à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, la chaleur humide de Dakar m'a enveloppée comme une étreinte chaleureuse, contrastant avec le froid parisien que nous avions laissé derrière nous. L'accueil chaleureux de Fatou, maintenant une femme confiante de 28 ans, m'a fait comprendre que ce voyage serait bien plus qu'une simple visite. Ce serait la clôture d'un cycle qui avait commencé dans une église froide de Paris et qui s'épanouissait maintenant sous le soleil africain. Le tour de la communauté de Pikine, en banlieue de Dakar, a révélé un monde que je n'aurais jamais pu imaginer, assise dans les salons élégants de Paris. Fatou nous a guidés dans des rues en terre battue, où des enfants jouaient à côté de canalisations fraîchement installées, qui apportaient de l'eau potable à leur maison pour la première fois. Les femmes de la communauté, vêtues de tissus colorés qui brillaient sous le soleil intense, nous saluaient avec des sourires sincères et une gratitude palpable. À chaque coin de rue, Fatou expliquait les détails techniques des systèmes d'assainissement
avec la fierté de celle qui voyait ses études transformées en un changement réel. L'école technique fonctionnait dans un bâtiment simple, mais bien structuré, où des jeunes des deux sexes apprenaient l'hydraulique, l'électricité et la gestion environnementale. Pendant la leçon sur le terrain, j'ai observé des étudiants de 16 et 17 ans discuter de solutions aux problèmes d'infrastructure avec une gravité et une maturité impressionnantes. Yacine a été particulièrement ému de voir un jeune homme de l'âge qu'il avait lorsqu'il a rencontré Étienne expliquer le fonctionnement d'une pompe à eau. À ce moment-là, sous le ciel bleu intense du Sénégal, j'ai senti que l'héritage de mon mari avait trouvé son expression la plus pure et la plus puissante. La cérémonie d'inauguration du centre Étienne Dubois pour le développement durable a eu lieu un vendredi ensoleillé, en présence d'autorités locales, de leaders communautaires et de plus de 500 habitants de la région. Le centre, construit avec les ressources de notre fondation et des partenariats locaux, abriterait des laboratoires, des salles de classe et un centre de recherche axé sur les solutions environnementales pour l'Afrique de l'Ouest. Lors du discours inaugural, le maire de Pikine a souligné comment le projet avait réduit de 60% les maladies liées à l'eau contaminée dans la région, sauvant littéralement des centaines de vies. Fatou, maintenant directrice du centre, a parlé en wolof à la communauté locale, traduisant ensuite pour nous. Elle a dit que vous n'avez pas seulement apporté de l'argent, mais de l'espoir qui s'est multiplié en connaissance et en dignité, a expliqué le traducteur. Quand est venu mon tour de parler, j'ai senti un nœud dans la gorge, en essayant d'exprimer comment ce moment représentait la réalisation d'un rêve que je ne savais même pas que j'avais. En observant ces familles qui avaient maintenant accès à de l'eau propre et leurs enfants étudiants pour devenir ingénieurs, j'ai compris qu'Étienne avait planté une graine qui portait maintenant ses fruits sur le sol africain. L'émotion m'a envahi lorsqu'une femme âgée de la communauté, parlant un français hésitant, m'a dit « Votre mari est toujours vivant à travers ce que vous faites pour nous. » Pendant notre séjour à Dakar, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres jeunes femmes qui avaient bénéficié du réseau européen et développaient maintenant des projets innovants dans leur pays d'origine. Aminata, une jeune malienne, avait créé un système de microcrédit pour les femmes entrepreneurs rurales. Kofi, du Ghana, avait développé une application qui connectait les petits agriculteurs directement aux consommateurs urbains, éliminant les intermédiaires et augmentant les revenus familiaux. Chaque histoire que j'entendais me faisait réaliser comment la décision d'Étienne de soutenir Yacine avait créé une véritable chaîne de transformation sociale qui traversait les continents. Lors d'un dîner chez Fatou, préparé par sa mère avec des plats typiques sénégalais, j'ai écouté des récits de la façon dont notre fondation avait inspiré la création de programmes similaires au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. La simplicité de ce dîner, servi dans une cour éclairée par des lanternes, contrastait profondément avec les réceptions pompeuses que je fréquentais à Paris, mais portait une authenticité et une chaleur humaine qui m'ont profondément touchée. Yacine tenait le petit Étienne dans ses bras, en conversant en arabe avec quelques jeunes maghrébins. Et Léa photographiait chaque moment de ce voyage qu'elle savait être historique pour notre famille choisie. La visite au cimetière où étaient enterrés les parents de Fatou a marqué l'un des moments les plus émouvants du voyage, révélant la profondeur de l'impact que notre fondation avait eu sur des vies individuelles. Fatou nous a raconté que ses parents étaient morts lors d'une épidémie de choléra alors qu'elle avait 15 ans et que leur dernier vœu était de l'avoir étudiée et aider sa communauté à avoir de l'eau propre. Agenouillée devant les simples pierres tombales, elle a murmuré en wolof ce qu'elle a ensuite traduit par « Père, mère, nous avons réussi. L'eau est arrivée dans notre communauté et maintenant nos enfants ne mourront plus des mêmes maladies qui vous ont emportés. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes en réalisant comment l'héritage d'Étienne s'était entrelacé avec les rêves d'une famille sénégalaise, créant une chaîne d'espoir qui transcendait les cultures et les continents. Le petit cimetière, entouré de baobabs centenaires,
respirait une paix profonde qui m'a fait réfléchir à la continuité de la vie à travers les actions que nous laissons derrière nous. En ce moment sacré, j'ai ressenti la présence d'Étienne comme jamais auparavant, comme s'il était là pour confirmer que ses choix avaient été les bons. Lorsque nous sommes retournés au centre-ville, je portais en moi la certitude que la mort physique n'est pas la fin lorsque nous vivons à travers l'impact positif que nous causons dans le monde. Le dernier jour à Dakar fut consacré à la planification de l'expansion du réseau africain, lors d'une réunion qui rassembla des représentants de 8 pays du continent. La salle de conférence improvisée au centre Étienne Dubois fourmillait de discussions en français, anglais, arabe et diverses langues locales, créant une symphonie multiculturelle qui me rappelait les premières réunions de la Fondation à Paris. Yacine présenta une proposition ambitieuse de créer 50 centres similaires au cours des 10 prochaines années, financés grâce à des partenariats avec les gouvernements locaux, les organismes internationaux et le réseau croissant d'anciens boursiers qui occupaient désormais des postes de direction dans leur pays. Fatou compléta avec des données impressionnantes. Le taux de réussite des jeunes Africains dans les programmes du réseau était 15% supérieur à la moyenne européenne, démontrant une détermination et une concentration exceptionnelles. Pendant le déjeuner d'adieu, servi sur la terrasse avec vue sur l'océan Atlantique, chaque représentant partagea ses rêves pour l'avenir. Des laboratoires d'innovation à Lagos, des écoles techniques à Casablanca, des centres d'entrepreneuriat à Abidjan. En observant ces jeunes leaders planifier l'avenir du continent, je ressentis une immense fierté d'avoir été un instrument pour que la vision généreuse d'Étienne se multiplie de manière si extraordinaire. Lorsque l'avion décolla de Dakar en cet après-midi doré, j'emportais non seulement des souvenirs inoubliables, mais la certitude que la vraie richesse se mesure à la capacité de semer l'espoir et de récolter la transformation sociale.